Dans le cœur vibrant de l'Afrique de l'Ouest, où l'espoir lutte contre les ombres, un régime que l'on pensait indestructible s'est effondré. À 3h05 du matin, les rues d'Abidjan vibraient du grondement sourd des camions militaires. À l'aube, le palais présidentiel se dressait nu, son mât de drapeau ne portant plus les couleurs d'un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge. Le drapeau tricolore de la Côte d'Ivoire flottait seul, une rébellion silencieuse contre une longue nuit. Ce n'était pas un simple coup d'État, c'était la Côte d'Ivoire, autrefois phare de promesses, désormais étouffée par des années de règne masqué sous des airs de progrès. Pendant plus d'une décennie, un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, a détenu le pouvoir, son charisme séduisant le monde, son contrôle étouffant les rues. Pour les élites mondiales, il était un visionnaire. Pour le peuple, il était une entrave à leur avenir. L'éveil de la Côte d'Ivoire proclamait les gros titres, un tyran renversé. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un homme, il s'agissait de la machine qu'il avait portée, des alliés qu'il avait protégés, et des soldats qui avaient fini par se détourner. En 2012, un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, est devenu l'espoir de la Côte d'Ivoire. Un homme d'État au curriculum doré, soutenu par des capitales étrangères, il a promis la prospérité. Le monde a applaudi, les marchés ont grimpé. Mais sous cette façade brillante, une pourriture s'est répandue. Les élections étaient orchestrées, les dissidents réduits au silence, les richesses détournées vers les fidèles. Lorsque son mandat légal a approché sa fin en 2020, il a contourné les règles. Une constitution révisée, a-t-il déclaré, effaçait les limites de mandat. Le peuple a manifesté, les matraques ont répondu. Les voix de l'opposition ont été emprisonnées, les protestations étouffées, et la jeunesse, le feu de la Côte d'Ivoire, n'a récolté que les cendres de rêves brisés. L'Occident a murmuré, la stabilité compte. Le peuple a chuchoté, la trahison blesse. À qui appartenait cette paix? À quel prix? La Côte d'Ivoire bouillonnait, un chaudron prêt à déborder. L'économie brillait dans les rapports, mais les marchés révélaient des poches vides, des diplômés sans emploi, des hôpitaux dénudés, des enfants fouillant les déchets au lieu d'étudier. Le régime s'appuyait sur des alliés étrangers, leurs bases parsemant le sol ivoirien, leurs entreprises s'accaparant le cacao et le pétrole. Les rues murmuraient, nos richesses, leurs gains. Ce murmure est devenu un chant, non pas dans les palais, mais dans les casernes, les villages et les réseaux de la diaspora. Assez, c'était assez. La tempête ne se préparait pas, elle était arrivée. Quand les voix s'éteignent, l'armée écoute plus attentivement. L'armée ivoirienne était à la fois épée et bouclier, façonnée par une guerre civile des années auparavant. Un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, l'avait modelé, récompensant les loyaux, écartant les sceptiques. Mais une loyauté bâtie sur la peur se fissure. Les jeunes officiers, nés dans les mêmes villes en difficulté que leur peuple, ont commencé à s'interroger. Pourquoi défendre un palais pendant que les familles meurent de faim? Pourquoi protéger des intérêts étrangers plutôt que les nôtres? Pourquoi faire taire les poètes au lieu des tyrans? Les nations voisines Burkina Faso, Mali avaient montré une voie. Des soulèvements non pas pour le pouvoir, mais pour la dignité. En 2024, une note secrète mettait en garde contre des courants rebelles dans les rangs. Elle visait à les écraser, au lieu de cela, elle a allumé une flamme. Lors de réunions clandestines, sur des lignes cryptées, un plan s'est formé pas pour le chaos, mais pour une renaissance. La Côte d'Ivoire renaîtrait. Les coups d'État commencent non pas par des tirs, mais par le silence. Début 2025, Abidjan semblait instable. Les discours d'un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés,
lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, se faisait rare, sa présence s'estompait. Des rumeurs circulaient, était-il malade, en fuite, ou complotait-il? Ses conseillers parlaient de « planning ». L'armée y a vu une opportunité. Ils ont étudié les échecs passés, le chaos au Tchad, les faux pas au Soudan. Ce serait rapide, propre, pour le peuple. Ils ont cartographié les tours de radio, sécurisé les lignes électriques, suivi les mouvements des ambassades. Le plan, nommé Opération Horizon, était précis. Le signal est venu de l'intérieur, un colonel militaire ivoirien de 45 ans, cheveux noirs courts et soigneusement coupés avec un léger grisonnement, mâchoire carrée, nez large, yeux marron foncé, portant un uniforme militaire vert foncé avec des insignes de colonel et un écusson de drapeau ivoirien. Maintenant, disait le message. Un mot, et le vent a tourné. L'histoire frappe vite. À 3h05 du matin, Abidjan s'est réveillé. Des convois avançaient dans l'obscurité, moteur discret, lumière tamisée. Premier objectif, RTI, la chaîne publique. Les soldats sont entrés, sans résistance. Un officier militaire ivoirien de 29 ans, cheveux noirs coupés en brosse, visage angulaire, nez moyen, yeux marron foncé, portant un uniforme militaire vert avec un écusson de drapeau ivoirien, a pris la parole. Ce n'est pas un vol de pouvoir. C'est son retour. L'émission est passée en direct. Ensuite, la base de la garde présidentielle. La résistance s'est effondrée, beaucoup avaient changé de camp. À 4h20, le palais était encerclé, ses portes ouvertes. Un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, avait disparu emmené, selon les rumeurs, par des alliés étrangers quelques jours plus tôt. Son air de promesse s'était réduit en cendres. Au lever du soleil, le drapeau de la Côte d'Ivoire se dressait seul, protégé non pas par les élites, mais par des soldats portant un nouveau serment, pour la nation. Le monde a retenu son souffle, la Côte d'Ivoire a espéré. Les villages ont allumé leurs radios, les villes se sont figées d'émerveillement. En ligne, la diaspora a rugi. Pour une fois, la peur a cédé la place à la possibilité. Quand une marionnette tombe, les marionnettistes vacillent. La France a appelé à l'ordre constitutionnel, Washington a prôné la retenue. Mais la Côte d'Ivoire ne leur appartenait pas. Le Mali a salué l'initiative, le Burkina Faso a promis sa solidarité, le Niger a offert son aide. L'Union africaine a suspendu la Côte d'Ivoire, mais leur mot sonnait creux. Une question résonnait à travers le continent. À qui appartient la démocratie? À vous ou à nous? On prédisait le chaos, l'ordre a émergé. Le conseil militaire a parlé depuis RTI, leur ton calme, non belliqueux. Pas de vengeance, seulement un renouveau, ont-ils juré. Un corps civique s'est formé, agriculteurs, érudits, jeunes, sans oligarques. Les écoles ont rouvert, les marchés se sont stabilisés. Internet est resté actif, un choix rare. 2 décisions ont stupéfié le monde. Les contrats étrangers ont été audités, et les bases étrangères ont été remises en question. Nous ne sommes la colonie de personne, a déclaré le Conseil. À Bamako et Dakar, les rues ont applaudi non pas pour un coup d'État, mais pour ce qu'il signifiait. Un continent qui se tient droit. Des fresques ont surgi, un soldat partageant du pain, une urne brisant des chaînes. L'une disait « plus d'ombre ». Ce n'était pas encore une révolution, mais c'était une bouffée d'air, audacieuse et libre. L'influence d'un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, persistait. Ses alliés ont fui, ses richesses ont disparu à l'étranger. Des enquêtes ont commencé, des milliards détournés, des votes truqués, des manifestations écrasées. Le peuple connaissait le vol, il l'avait vécu. Le Conseil a promis pas de purge, seulement la justice. Un calendrier a été fixé, 6 mois pour une nouvelle charte, 9 pour un dialogue national, 1 an pour des élections libres, sans regard étranger. La promesse la plus audacieuse, aucun soldat ne gouvernerait. Ce n'était pas un échange de maîtres, c'était une réinitialisation.
La Côte d'Ivoire se tenait à un carrefour, pas la ruine, mais le choix. À travers l'Afrique, les esprits s'éveillaient. À Accra, les étudiants demandaient « Pouvons-nous gouverner sans mains étrangères ?» À Lagos, les hashtags enflammaient « Hashtag aube ivoirienne ». Les penseurs écrivaient « Pas un coup d'État, une renaissance ». Le Conseil a lancé des forums ouverts, diffusés en direct. Les citoyens exigeaient « Où est notre richesse de cacao ? Pourquoi leur monnaie ? Pouvons-nous commercer avec l'Afrique d'abord ?» Les réponses étaient rares, mais les questions étaient un pouvoir. Une nation réduite au silence parlait enfin. Un an plus tard, la Côte d'Ivoire a voté. Pas parfait, mais libre. Un médecin ivoirien de 50 ans, cheveux noirs courts et bouclés, visage rond, nez moyen, yeux marron foncé, lunettes à monture fine, portant une chemise blanche avec un gilet coloré d'inspiration Akane, issu du peuple, a gagné sans lien avec l'ancien régime. L'armée est retournée dans les casernes, le Conseil s'est dissous. À Paris, les accords ont été renégociés, les bases ont rétréci. La Côte d'Ivoire était à nouveau ivoirienne. Les artistes ont peint des horizons, les poètes ont chanté l'unité. Un homme ivoirien de 68 ans, cheveux courts grisonnants et soigneusement coupés, visage ovale, pommettes hautes, nez large moyen, yeux marron foncé enfoncés, lèvres fines, rides subtiles, portant un costume bleu marine ajusté avec une chemise blanche et une cravate en soie rouge, en exil, n'était plus qu'une ombre, une relique d'une Afrique qui s'agenouillait. Cette Afrique n'existait plus. Voix off, le coup d'État en Côte d'Ivoire n'était pas seulement une chute, c'était une ascension. Pas la fin d'un homme, mais l'éveil d'une nation. La souveraineté ne se prête pas, elle se revendique. Et cette fois, elle appartient à la Côte d'Ivoire pour toujours.